On était républicains et on avait pour mission de faire sauter un pont. Nous étions 15 et répondions aux ordres de Sergio Machado, un homme fort et calme. Nous luttions pour lui et contre la branche fasciste qui gangrénait notre pays. Le général Franco avait déjà conquis l'Andalousie et ce pont devait le mener tout droit à Madrid. En faisant sauter le pont, on donnait à la République un peu de temps pour renforcer la résistance. Moi, j'étais fils de fermier. Mon père, Esteban Ripoll, était catalan et avait activement milité pour l'autonomie de sa région. Il m'avait donné le prénom d'Antoni en hommage au grand Gaudí, bâtisseur de la Sagrada Familia et de bon nombre d'édifices dans la région. Je n'aimais pas ce nom et mes compagnons d'armes m'appelaient simplement Tony. Tony sans peur parfois. Ils connaissaient ma vaillance au combat et pensaient sincèrement que j'étais dépourvu de toute crainte devant la mort. La suite devait montrer que ce n'était pas tout à fait le cas. Pour faire sauter le pont, Sergio Machado avait fait venir un Italien des brigades internationales et un Soviétique d'Ukraine. Les deux hommes avaient travaillé la nuit d'avant et disaient que tout était fin prêt. On n'avait plus qu'à attendre le général Franco et tous ces putschistes à la con. Nous attendîmes 2 nuits encore, dans le froid du maquis. Le feu crépitait et la poussière des braises montait le long des grands conifères. Le ciel tout en haut était complètement dégagé. J'étais le seul à m'y intéresser à vrai dire. Mes compagnons étaient blottis les uns contre les autres, le regard perdu dans le feu. Sergio Machado fumait la pipe à l'écart et regardait de temps à autre Jumel. « Tony, dit-il soudain, viens par ici, je te prie. » Je m'approchai et il me prit par l'épaule pour m'emmener à l'écart. « Tu vas prendre 2 hommes et monter sur le pic. Si les fascistes tentent de nous prendre à revers, tu n'auras qu'à souffler là-dedans. » Il me tendit un petit corps de chasse et m'adressa un regard en guise d'adieu. Ses yeux étaient vifs, acerbes. Il vous regardait au fond de l'âme sans toutefois vous incommoder. « Capitaine, lui dis-je avant de partir, nous devrions faire sauter le pont dès maintenant et revenir à Madrid. Nous en avons déjà discuté, Tony, me dit-il calmement. Je n'insistai pas et partis. C'était la dernière fois que je le voyais en vie. Nous atteignîmes le pic après 2 heures de marche. Le vent soufflait fort contre les flancs gelés. Juan et Alejandro, 2 types de Huelva, m'accompagnaient. Ils ne s'étaient jamais pris au sérieux et ils avaient l'autodérision dans le sang. Mais plusieurs mois de combat leur avaient ôté toute légèreté. J'avais moi-même renoncé à les faire rire. Une partie de nous avait dû périr depuis. On ne pensait plus qu'à mater les fachos. Et eux pensaient sûrement plus qu'à exterminer nos sales tronches de gauchos et les drôles d'idées progressistes qu'il y avait derrière. Au fond, je savais que tout était né d'un terrible malentendu. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. L'engrenage tournait désormais tout seul. Je fis un tour sur moi-même pour scruter l'horizon et ne vis aucune armée. Allez chacun d'un côté et inspectez l'autre flanc, dis-je aux gars. Ils partirent sans attendre. Moi, je resterai sur ce flanc et scruterai l'horizon. Le soleil commençait à disparaître au loin. Juan et Alejandro n'étaient toujours pas revenus. Ce n'était pas le genre de type à fuir. Ils avaient eu quelques ennuis, c'était sûr. J'abandonnai mon poste d'observation pour gravir tout à fait la cime et passer sur l'autre flanc. Je me mis à plat ventre et observai aux jumelles le maquis en contrebas. C'est là que je vis Juan, adossé contre un rocher, le fusil en main. Il semblait nerveux. Je balayai alors la lisière avec mes jumelles et vis une ligne de militaires franquistes avancer lentement. Les fascistes avaient envoyé un commando pour nettoyer le maquis. L'armée de Franco pourrait alors passer le pont sans risquer une embuscade. Je tirai en direction des arbres. Les fachos se mirent à couvert et j'espérais que Juan en profiterait pour fuir, mais il n'en fut rien. Il resta tétanisé derrière son rocher et les fachos ne tardèrent pas à comprendre que j'étais seul tireur et que je n'avais plus aucune munition. Ils avancèrent et trouvèrent le pauvre Juan, les bras levés au ciel en guise de reddition. L'un des putschistes s'avança et lui trancha la gorge d'un simple revers. Pris de rage, j'envoyai une grenade de toutes mes forces. Elle explosa contre un arbre et tua 2 hommes ou 3 peut-être. J'essuyai ensuite un feu nourri qui me fit comprendre que c'était peine perdue. Je repassai sur l'autre flanc et commençai ma course folle. Tandis que je courais, je soufflais tout ce que j'avais dans le corps de chasse. Je ne savais pas utiliser le piston, mais dans ces moments-là, vous n'avez besoin d'aucun enseignement. La survie est dans nos gènes et jamais personne n'a soufflé dans un corps de chasse comme je l'ai fait cette nuit-là.
La lumière était désormais si faible que je devinais à peine les contours des rochers. Je courus ainsi 1 heure, puis je dus m'arrêter. Les rayons de lune perçaient à peine la cime des arbres et j'étais plongé dans le noir quasi total. Je continuais à souffler dans le corps jusqu'à ce que la fatigue me prenne. Je me recroquevillai et m'endormis. J'entendis un clic métallique et me réveillai en sursaut. Le corps de chasse avait disparu, l'aube se levait à peine, je me levai lentement moi-même et entendis une voix rocailleuse. « Pose ton arme, lentement. » Je me délestai de mon fusil et de ma ceinture de grenades. « Retourne-toi tout aussi lentement. » J'obéis et vis que j'étais pris en joue par 10 hommes. Ils me ligotèrent les mains et nous arrivâmes au campement. Le grand Sergio Machado gisait mort sur la mousse, les yeux grands ouverts, un trou béant au milieu du front. La moitié du groupe avait été tuée et l'autre faite prisonnière. Les commandants fachos nous avaient pris à revers. Ils nous conduisirent au pont et nous attendîmes le convoi de Franco. « Tout n'est pas perdu, amico », murmura l'Italien à mon oreille. Je me tournai légèrement vers lui et le regardai le sourcil froncé. « La bombe explosera dans quelques minutes, dit-il. De toute manière, l'Ukrainien et moi, on a conçu une bombe impossible à désamorcer. S'il tente de la désamorcer, elle explosera. On va manger du steak de facho ce midi. » Je m'étais toujours méfié de l'Italien. Je savais qu'il était vantard, mais j'avais envie d'y croire cette fois. « On verra bien, lui dis-je. Mais si tu pouvais t'éloigner un peu maintenant, ça m'irait bien. »« Pourquoi ?» dit-il. « T'aimes pas la conversation ?»« Ce n'est pas ça, dis-je. C'est ton haleine. » Il sembla scandalisé, mais il n'osa plus ouvrir la bouche. Il m'insulta dans son fort intérieur et alla s'asseoir un peu plus loin. La vie ne tenait certes qu'à un fil, mais j'avais pas à subir son halitose, même s'il ne me restait que quelques heures à vivre. J'entendis alors les chaînes métalliques et en vis surgir du virage les tanks. Ils s'arrêtèrent à une vingtaine de mètres du pont. Je ne savais pas à quoi ressemblait Franco. Je supposais que c'était le type le plus décoré, sûrement fier dans son allure, à la démarche cambrée. Je vis un commandant en chef qui portait la moustache et fronçait les sourcils à s'en écraser les yeux. Il n'était pas très grand et pensait sûrement compenser sa petitesse par des talonnettes de 6 cm. Je ne sais pas ce qui est le plus terrible, pensais-je en le voyant. Être vaincu par ce petit homme ou être sous ses ordres. Il s'avança la mine grave vers le pont, malgré la désapprobation de ses généraux. Mais il se contenta de lever la main pour faire taire leur verbiage et s'approcha à quelques mètres seulement du pont. Une déflagration l'aurait emporté sans nul doute. Il inspira profondément, remonta son pantalon et fit signe à l'un de ses soldats. Un jeune homme se fraya un chemin parmi les fantassins et passa devant nous. L'Italien se mit à rire. L'Ukrainien, lui, restait stoïque, à tel point qu'on eût dit qu'il était déjà mort. Puis on vit disparaître le jeune sous le pont et les minutes devinrent intenables. J'avais pitié pour le garçon, mais j'avais aussi envie de voir voler le pont. Mais le garçon réapparut et jeta un amas de fils électriques aux pieds de l'Italien qui s'était ri de lui. Le pont était sûr désormais. Le commandant en chef n'avait rien perdu de la scène, il avait vu la moquerie de l'Italien. Et toujours sans rien prononcer, il fit signe à 2 officiers. Ces derniers prirent alors l'Italien par les aines et allèrent l'égorger au bord de l'eau. Je pus voir le sang suivre la ligne du courant et disparaître au loin. Le commandant fasciste me regardait à présent. Il devait avoir vu en moi l'étoffe d'un leader et cherchait dans mes yeux quelques signes de soumission. Je le fixais sans peur et je peinais à voir sa rétine cachée derrière d'épais sourcils froncés. Il donna l'ordre à ses troupes d'avancer. 5 jours plus tard. Notre camp de prisonniers n'était pas très grand. Nous allions de toute évidence être à l'étroit. Les baraquements en bois laissaient passer l'air, mais malgré le froid, j'y voyais un avantage à cela. La pièce serait ventilée et l'odeur des hommes moindre. Partout la boue, et çà et là des hommes morts ou mourants. L'un d'eux avait le crâne éclaté et ouvert comme une fleur. Quant aux vivants, il ne restait pas grand-chose non plus. Ils courbaient l'échine et osaient à peine nous regarder. Il était évident que je ne pourrais compter sur eux pour fuir. Néanmoins, l'Ukrainien me dit une chose qui me redonna espoir. « Si tu dois t'échapper, me dit-il, tu peux compter sur moi.
Au début, les gardiens feignirent d'être courtois, du moins autant qu'on peut l'être avec un prisonnier politique. Mais je compris bien vite que le gardien-chef, un certain Diego Covadonga, était un pur produit du fascisme. Sa cruauté n'avait d'égal que son visage difforme et ses yeux porcins. Cet enfoiré nous faisait réveiller en pleine nuit, nous obligeait à enlever nos vêtements et nous faisait attendre dans la boue gelée jusqu'au matin. Il appelait ça le dégraissement naturel. Les plus vieux et les malades périrent d'abord. Bientôt, il ne resta plus que l'Ukrainien et moi, ainsi qu'une vingtaine de républicains endurcis. Mais j'espérais trouver encore, chez les gardes, un peu de clémence. Mais les gardes appliquaient inlassablement les ordres cruels de Diego Covadonga. « Ils finiront bien par se lasser », nous dit l'un des prisonniers, un soir où nous étions agglutinés près d'un feu. Mais ce même prisonnier mourut de froid lors du dégraissage qui suivit. Moi, j'avais désormais qu'une idée fixe, m'enfuir. Malheureusement pour moi, l'Ukrainien mourut 2 jours plus tard. Diego, le maton, n'avait pas aimé son air suffisant et digne. Il l'avait fait rouer de coups jusqu'à ce qu'il meure. Son corps gisait sur les barbelés et 2 semaines se passèrent avant que la puanteur du cadavre les oblige à l'enterrer. Bien sûr, on me chargea de la morbide besogne. « Inspection !» lança l'un des gardes au milieu de la nuit. Diego Covadonga entra dans le baraquement et défila dans l'allée centrale les mains derrière le dos. « Vous autres, dit-il, vous êtes la vermine, une bande de cloportes qui complotent et conspirent. Je sais que vous prévoyez un coup. Ça se sent, vous puez la pisse et la trahison. » Le garde en chef était paranoïaque. Il ne voyait pas que ces traitements macabres nous avaient rendus dociles et que l'insurrection était devenue impossible. Nous souffrions de la faim, du froid, de la fatigue. Nos esprits faibles ne pensaient qu'à survivre au jour présent et à la session de dégraissement prochaine. Même le suicide n'était plus possible, car il lui demandait assez de force pour trouver une corde ou une arme. J'avais moi-même renoncé à la fuite, je n'étais plus qu'une ombre. Mais Diego Covadonga cherchait toujours un traître, une cruauté à accomplir. La relève des gardes advint 1 mois plus tard. Mais Diego Covadonga restait en place. Le camp des prisonniers était devenu sa raison de vivre. Parmi les nouveaux gardes, je cherchais quelques alliés, 1 ou 2 gars encore bons dans le fond, juste des types qui se seraient trompés de bande, qui auraient rejoint les fascistes par mégarde ou facilité. Il y avait un gars, un andalou, il l'appelait El Chapatarro. Ça voulait rien dire, mais c'était son surnom. Les autres gardes se moquaient de lui à cause de son accent. C'était clair que ce type n'était pas fait pour la guerre, personne du reste. Mais lui encore moins. Il tournait de l'œil à la vue des cadavres et il tremblotait quand Covadonga s'énervait. Mais aussi peureux et inadapté était-il, il n'eut jamais d'ennui avec Diego Covadonga. Ce dernier était tellement obsédé par les prisonniers qu'il en oubliait ses propres gardes. Il ne se préoccupait guère de savoir s'ils étaient aux normes, si c'était de vrais bons soldats, de bons machos espagnols, voyez. C'est là que j'ai compris que j'avais une chance de fuir. Il me suffirait de soudoyer l'Andalou. Un matin, on m'envoyait aux travaux forcés. Je devais casser des rochers à coups de pioche dans une carrière située à 5 km du camp. Nous étions une dizaine de prisonniers pour 5 matons. Parmi les matons se trouvait l'Andalou. Au déjeuner, je m'étais mis volontairement à l'écart en espérant que l'Andalou me demanderait de me rapprocher du groupe. Il s'approcha en effet et je lui dis tout de go. « Vous n'êtes pas fait pour la vie de camp, n'est-ce pas? Pourquoi vous ne m'aidez pas à m'enfuir ?» El Chapatarro était resté niaisement sur place sans rien dire. « Que dites-vous » dis-je. « Revenez près des autres, s'il vous plaît. »« Non, dis-je. Cette guerre fratricide n'a aucun sens, vous le savez bien. Partons sur le champ. »« C'est impossible, dit-il. »« Impossible, dis-je. La peur vous paralyse, amigo. Il nous suffit de courir à travers bois. » Je désignai la lisière du bois en contrebas. Une pente de sable et de grès descendait à pic jusqu'aux arbres. « Ne compliquez pas l'affaire, dit-il finalement. Allez vous asseoir près des autres. » Je n'ajoutai rien car un autre garde s'approchait. « Un problème, Chapatarro ?» demanda le garde à l'Andalou. « Non, je lui disais de rejoindre les autres. »« Bon, t'as entendu l'Andalou, me dit le garde. Va poser ton cul près des autres, faut qu'on garde un œil sur vos sales gueules de gauchos. » « Entendu, Seigneur, dis-je, j'y vais de ce pas. » Je me levai,
et fit mine de suivre. Puis je saisis le pistolet de l'Andalou. Mais ce dernier mit sa grosse main et m'empêcha d'extirper l'arme. Désemparé, je pris la pioche et courus vers l'autre garde. Il n'eut pas le temps de se retourner et je plantai ma pioche dans son omoplate. L'Andalou resta paralysé par la surprise et les autres tardèrent à dégainer. Le cri du soldat à terre les avait un peu étourdis. Je sautai par-dessus le talus et glissai le long de la pente. On tira finalement en ma direction, mais j'avais déjà pénétré les bois. Je courus à toute allure en zigzagant à travers les arbres. Ils ne pouvaient pas me suivre de toute manière. Il fallait s'occuper du garde resté à terre, l'emmener d'urgence au camp. Et puis il y avait les autres prisonniers à surveiller. J'avais gagné ma liberté, certes, mais je laissais le pays aux mains des fachos. J'ai quitté depuis l'Espagne pour l'Amérique. J'ai fui, pas vraiment par peur, mais juste parce que je voulais pas mourir pour un malentendu. Donc oui, disons que je tenais à ma vie et qu'en un sens j'avais peur de la perdre. Ce qu'il advint de l'Andalou une fois revenu au camp, je n'en suis rien. Pas plus que je ne sus si l'un des prisonniers survécut au courroux de Diego Covadonga. Ce que je sais en revanche, c'est que la guerre civile dura 986 jours, fit tant de morts qu'on ignore le nombre exact, que la dictature s'installa durablement jusqu'en 1977, qu'on découvre encore de nos jours des fosses communes et que ce terrible malentendu divise toujours notre pays en deux. Voilà ce que je sais, les amis.